Bienvenue dans H Ecofin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de H Ecofin sur CMH Télévision. Je profite aussi de vous souhaiter de nouvelles fêtes qui vont bientôt commencer. Je crois le vœu le meilleur de santé, prospérité, bien-être et longévité, pourquoi pas, de bonheur. Alors, ce soir, nous allons aborder ce thème, l'inclusion financière, une solution durable pour booster l'entrepreneuriat. Alors, je reçois pour vous le professeur Nico Omeonga. Il est professeur des universités, auteur de plusieurs ouvrages, chercheur, et puis il est en même temps juriste et économiste. Avec lui, toutes les questions seront passées au peine fin. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Nous nous retrouvons de ce côté. Oui, c'est une joie partagée après un moment assez long. Oui. Nous avons renoué finalement à nos bonnes habitudes de partager autour de la science. Vraiment. Alors, nous allons parler de l'inclusion financière, solution durable pour booster l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs, sous d'autres cieux, puisque l'inclusion financière est une solution déjà depuis très longtemps pour d'autres cieux, mais on va en débattre en République démocratique du Congo pour donner ou apporter le piste de solution. Alors, comment vous définissez déjà l'inclusion financière? Merci pour la parole. Je pense qu'avant de définir l'inclusion financière, il me semble que je dois d'abord parler de la bancarisation. Parce que l'inclusion financière intervient dans un environnement économique où il y a sous-bancarisation, une bonne partie de la population est exclue du système bancaire. Et c'est le cas dans notre pays parce que le taux de bancarisation dans notre pays se chiffrerait autour de 6%. À 6% seulement des personnes qui ont accès aux banques, aux services financiers et bancaires aujourd'hui. Services bancaires. Avec les services bancaires aujourd'hui, ça ne se limite pas seulement aux adultes, même les enfants peuvent accéder. Donc, si nous prenons la démographie la plus minimaliste de 100 millions de Congolais, donc il n'y a qu'à peine 6 millions de Congolais qui ont accès aux services de banque. Donc, comme il y a une bonne partie de la population congolaise qui est exclue du système bancaire, c'est alors qu'intervient maintenant l'inclusion financière. C'est-à-dire, c'est quoi l'inclusion financière? C'est un processus qui permet à ce que la population, les entreprises qui sont exclues du système bancaire puissent s'intégrer, puissent accéder aux services financiers. Or, comme vous le savez, dans notre pays, je l'ai dit plus d'une fois, que le gros de la population se trouve dans les milieux ruraux. Donc, au moins 70% de la population congolaise est au milieu rural, alors que vous savez, les quelques rares banques que nous avons sont concentrées malheureusement dans quelques centres urbains. En d'autres termes, plus de 70% de la population congolaise est inscrite au système bancaire. Donc, il n'y a que l'inclusion financière qui peut réinsérer ces gens pour bénéficier des services financiers, des produits financiers. Donc, avec le concours des institutions financières non bancaires, les institutions de microfinance peuvent aider pour que finalement cette grande population qui est exclue du système bancaire, qui ne peut pas bénéficier de crédits, qui ne peut pas épargner, peuvent être récupérés par l'inclusion financière. Et alors, dans tous les pays du monde, c'est quand toute la population devient active qu'on peut espérer le développement et la croissance. Donc,
l'inclusion financière demeure la voie royale pour permettre à ce que les jeunes gens, les vieux, les femmes rurales puissent accéder aux services de crédit, d'épargne et même des assurances. On les dit pas assez. Professeur, comment favoriser l'inclusion financière? La bonne manière de favoriser l'inclusion financière, encore une fois, l'agent principal pour favoriser l'inclusion financière, encore est l'État. Et là, nous avons besoin d'un État stratège, un État qui crée des conditions d'opportunité économique pour tous. Par exemple, comme je l'ai indiqué, il faut que l'État booste le système financier. Le système financier a créé, par exemple, aujourd'hui, on ne le dit pas assez, nous, quand on grandissait, nos parents, quand ils grandissaient, ils pouvaient bénéficier des services financiers au moyen de la poste. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle la banque postale. Mais aussi, les institutions de microcrédit, quelques rares institutions seront implantées, mais si l'État peut essayer de relancer ces institutions, mais aussi la CADECO qui est partout. La caisse d'épargne. Caisse d'épargne, donc on peut recapitaliser cette institution financière non bancaire pour permettre à ce que les gros de la population qui est exclue des systèmes bancaires puissent bénéficier des services banques, mais aussi parce que dans l'inclusion financière, aussi la dimension, heureusement qu'on venait de publier la loi sur le numérique. Parce qu'aujourd'hui, si le XVIIIe siècle était considéré comme le siècle de la révolution industrielle, aujourd'hui, ce siècle présent est considéré comme la révolution numérique ou la révolution digitale. Donc, et pourtant, dans notre pays, il n'y a que 20 à 25% de la population qui bénéficie, qui accède au système numérique. Donc, le gros de la population est encore analphabète numérique. Donc, cela, ça ne favorise pas l'inclusion financière. Exactement. Alors, quelle est l'importance de l'inclusion financière pour le développement? L'inclusion financière, ça permet à ce que le gros de la population accède soit entreprenante. Exactement. Parce que, je vous ai toujours dit, l'employabilité a montré ses limites. La voie pour permettre à ce qu'il y ait création d'emplois et création de richesses passe par l'entrepreneuriat. Or, l'entrepreneuriat, un des préalables pour l'entrepreneuriat, c'est l'accès aux services financiers à moindre frais, à moindre coût. Or, aujourd'hui, si toutes ces populations n'accèdent pas au système bancaire qui, à ce jour, le système bancaire est encore, je dirais même au stade embryonnaire, parce que les 18 banques qui existent ne sont que des banques commerciales qui malheureusement sont tenues par les expatriés. Je n'ai rien contre les expatriés, mais on aurait dû avoir que quelques initiatives congolaises dans ce secteur. Donc, dès lors que les moyens de paiement, les financements est entre les mains des expatriés, je ne vois pas comment on peut booster, on peut encourager l'entrepreneuriat. Donc, il faudrait, au-delà de quelques 18 banques commerciales privées, l'œuvre des expatriés, il faudrait que nous ayons aussi des banques d'investissement ou des banques de développement, banques de crédit dans tous les secteurs. Et je vais terminer par là. Aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle les boom immobilier. On aurait dû avoir aussi une banque de crédit immobilier. Et on a dit, je crois, que cette fois-ci, la terre va prendre la revanche sur les sols. Les sols sur les sous-sols. Donc, il fallait déjà envisager la possibilité d'avoir une banque de crédit agricole. On en avait dans ces pays, mais qui, pour la mégestion, le détournement a fait que toutes ces banques-là n'existaient plus. Donc, on peut encore relancer, et même dans le secteur minier, on peut avoir toujours une banque pour soutenir, booster les entrepreneurs dans ces secteurs. Donc voilà, il faut qu'il y ait une diversification bancaire pour permettre à ce que les jeunes que nous formons à l'université ne soient pas toujours quémandés d'emploi, mais qui deviennent créateurs d'emplois. Grâce à l'inclusion financière. L'inclusion financière, parce que là, ils peuvent bénéficier, ils peuvent accéder aux services financiers à moindre coût. Parce que ce qui bloque souvent, les systèmes bancaires qui existent,
Ils accordent des crédits, mais à des taux prohibitifs avec un échéancier écourté. Alors que les domaines de l'investissement, le domaine de l'entrepreneuriat demandent assez de temps. Il faut que les gens bénéficient les crédits, même les microcrédits, à moindre frais. Ça leur permettra d'engager ce secteur et puis résoudre définitivement et durablement la question du chômage de masse et de longue durée des jeunes Congolais. Alors, professeur, avant d'aller au Congo profond, dans nos territoires, les villages, les cités, nous commençons d'abord dans des grandes villes. Commençons par Kinshasa et dans d'autres chefs-lieux de nos provinces. Nous avons 26 provinces en République démocratique du Congo. Que faire face à la pauvreté, face à la thésaurisation, mais aussi face à l'entrepreneuriat? Que faire? L'entrepreneuriat face à la pauvreté, la thésaurisation, et on a aussi ce besoin d'épargner. Que faire? Il faut l'inclusion financière, parce que on aurait recourir au système classique, le système bancaire, mais je vous ai dit tantôt que le système bancaire au sens plein du terme n'existe pas encore, parce que les quelques rares banques qui existent sont des communautés d'affaires. C'est ainsi que vous verrez, les Nigériens ont leurs banques, les Pakistanais leurs banques. En réalité, ces banques ne sont pas là pour soutenir les ménages ou soutenir l'économie. Ça devient des pipelines qui sont là pour capter les richesses qui sont générées par les activités de ces communautés d'affaires étrangères afin de rapatrier dans leur pays d'origine. Mais comme le système bancaire n'est pas encore opérationnel, je crois l'unique voie qui nous reste, qui est à notre portée, c'est l'inclusion financière. Parce que cette inclusion pourra permettre à ce que les développements se fassent à la base. Parce que tous les spécialistes en développement disent que pour qu'il y ait développement, pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait l'activité par là où il y a le plus grand nombre de Congolais. Or, toutes les statistiques indiquent que la majorité des Congolais vivent dans les milieux ruraux. Donc, avec l'inclusion financière, avec les institutions financières non bancaires qui peuvent être créées, ça va permettre à ce que nous ayons la culture de l'épargne, nous ayons la culture des crédits, nous ayons la culture, parce que tout parent qui prend le gros de son moyen pour la consommation est condamné à la pauvreté. Et pour améliorer son niveau de vie, il faut avoir la culture de l'épargne, il faut avoir la culture parcimonieuse et non la culture de prodigalité. Et là, je crois l'inclusion financière nous permet de nous encadrer, nous apporter la connaissance assez améliorée dans le domaine des crédits, dans le domaine de l'épargne, dans le domaine aussi, on ne le dit pas assez. Si hier il y avait un monopole dans le secteur des assurances, aujourd'hui, avec la libération des secteurs des assurances, nous avons au moins 8 à 10 compagnies d'assurance. Donc, on ne peut pas faire les affaires sans assurance. Et là, je crois, les jeunes gens qui sont du reste riscophiles peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que si l'entrepreneuriat n'est pas encore opérationnel, malgré tous les discours que nous entendons ça et là, c'est parce que nous sommes dans un environnement, comme je l'ai toujours dit, au mieux, nous sommes dans un environnement financier désertique, au pire, dans un affaire financier. Donc, la bonne manière de résoudre cette question et de manière durable, c'est faire en sorte d'entraîner les gros des familles rurales qui sont nombreuses dans l'arrière-pays. Les jeunes qui sont là, qui n'attendent qu'il y ait un peu de souffle. Alors, pour faire ça, il faut que l'État s'implique pour non seulement aider à ce que même dans des pays ultra-libéraux comme les États-Unis, il y a toujours l'implication de l'État pour assainir l'environnement, pour créer le climat attractif des affaires, permettre à ce que c'est des Congolais qui, par devers, gardent des millions de dollars. Je suis parfois scandalisé, il y a des transactions qui se font, mais qui se font de main à main, alors qu'il n'y a aucune intervention des banques. J'ai parlé des booms immobiliers. Partout ailleurs, on ne peut pas avoir que quelqu'un achète une maison de $100 000, $1 million,
Mais quand vous posez la question, qui est l'intermédiaire? Qui est la banque qui a facilité? Non, c'est le main à main. Donc, il y a ce qu'on appelle la thésaurisation, c'est-à-dire il y a des Congolais qui gardent des millions d'argent dans les raies, alors que cet argent devrait être recyclé. Et la bonne manière d'être recyclé, c'est d'être dans les circuits, soit bancaires, soit dans les circuits financiers. Et je crois, là, ce travail-là, c'est l'État et l'État seul qui peut faire ce travail pour permettre à ce que les Congolais aussi, qui ont beaucoup d'argent, pourquoi on ne prend pas les risques? Parce qu'il faut avoir les goûts du risque, je dis qu'il faut être riscophile. Mais pourquoi seulement les Indo-Pakistanais? Oui, mais quelles sont les procédures pour créer une banque? Peut-être qu'ils doutent encore, les Congolais doutent encore en cette matière de créer une banque. Mais nous devons faire face aux expatriés, bien sûr, mais les Togolais sont ici, les Indiens sont ici, les Libanais sont ici, ils ont des banques. Alors, comment encouragez-vous, professeur, ce soir, les Congolais qui gardent encore des millions à la maison, de créer une banque pour aider d'autres Congolais, par exemple, en créant des institutions financières, des coopératives, par exemple? Et c'est ça, pour faire renaître la confiance. Parce que dans tous les pays du monde, l'État doit faire preuve de devoir d'exemplarité. Parce que dans un pays où il n'y a aucune banque publique, comment les privés peuvent prendre les risques d'aller dans ce secteur? Donc aujourd'hui, que l'État d'abord commence à créer ses propres banques, ce n'est pas l'argent qui manque. Et ainsi, faciliter aussi aux Congolais avec des mesures incitatives pour les permettre d'aller dans ce secteur. Et puis, nous, comme professeurs, nous allons à l'université, comme en dehors de l'université, susciter cet engouement de manière à ce que les Congolais apprennent une fois pour toutes qui ne risque rien, n'a rien. Donc, ce secteur aussi, c'est un secteur porteur. On ne peut pas laisser le secteur... Parce que l'argent, c'est comme le sang dans le corps humain. Quand vous confiez la gestion de le sang du corps humain entre les mains des étrangers, moi, je ne vois pas comment vous pouvez être bien soigné. Moi, je pense qu'il faudrait que l'État lui-même, comme de la même manière que beaucoup des entreprises publiques qui sont en banqueroute ou en faillite, il faut qu'on récapitalise toutes ces entreprises publiques, mais que l'État crée des banques et encourage ceux qui ont la vocation. Parce que dans ce pays, on avait des Congolais, des banquiers dans ce secteur. Je ne veux pas faire la publicité des gens ici, mais sinon, dans ce secteur aussi, il y avait des gens comme Dokolo, des gens comme Noir et d'autres qui ont pris les risques et qui ça a donné. Mais aujourd'hui, les gens peuvent douter parce que autrefois, il y avait toujours l'influence insidieuse de la politique et des dirigeants. Mais aujourd'hui, depuis... Ça fait 12 ans qu'on a adhéré à l'OADA. Et l'OADA, c'est cet espace qui nous permet d'avoir la sécurité judiciaire et la sécurité juridique. Donc, je pense, à ce niveau-là, il faut que l'État donne l'exemple, donne l'ego, et ça va faire renaître la confiance et les privés qui ont les moyens. Parce que, comment expliquer qu'il y a des gens qui... Et puis, dire aussi aux Congolais que... Comme disent l'hymne national des Belges, l'union fait la force. On peut avoir 3, 4, 5 professeurs, ils peuvent se mettre ensemble et créer une banque. Et avec l'accompagnement de l'État, l'État peut mettre des moyens. L'État peut prêter quand même. Les professeurs universitaires sont des gens quand même crédibles. Vous parlez de la subvention? Et même pas subvention, il peut donner des crédits. Et donner une ligne de crédit, permettre à ce que nous créons, et puis nous allons rembourser petit à petit. Et il n'y a pas d'économie sans crédit. Alors, mais si vous ne voulez pas donner de crédit, quelles sont les procédures pour accéder pour avoir un crédit, par exemple, dans une banque, pour les téléspectateurs qui nous suivent? Malheureusement, c'est le chemin même. Comment je dirais, c'est très compliqué. C'est ce qui justifie aujourd'hui que les gens n'investissent pas assez. Parce que la condition, entre autres... Qui doit entreprendre? Et pourquoi entreprendre? Comment entreprendre? Comment accéder aux banques? Ok. Qui doit entreprendre? Toute personne, jeune ou vieux, peut entreprendre. Mais pour accéder maintenant, c'est pourquoi j'ai parlé du climat des affaires. Quand on parle du climat des affaires, c'est
faire en sorte qu'on essaie un peu de rabattre les loyers de l'argent pour favoriser à ce que les gens bénéficient des lignes de crédit auprès de la banque à moindre coût et pour une échéance assez longue. Ça n'existe pas. Mais ici, les quelques banques, parce qu'il n'y a pas de banques de crédit, il n'y a pas de banques d'investissement. Les banques, les quelques rares banques qui existent sont des banques commerciales qui accompagnent seulement les entreprises. Et ces banques-là n'accordent des crédits qui ne dépassent pas 2 ans. Et quand vous accordez les crédits, déjà les jours où on vous accorde les crédits, vous commencez à rembourser. Alors qu'ailleurs, si on vous donne un crédit de 100 000, 200 000 $, et c'est comme ça qu'en Europe... On peut vous donner une année? Même plus, même 30 ans. Bon, les gens qui acquièrent les maisons en Europe. Nous sommes l'un des rares pays qui achètent les tout au comptant. Ça ne se fait nulle part. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il n'y a pas d'économie sans crédit. C'est-à-dire, vous, comme journaliste, on sait que vous travaillez dans votre chaîne ici, vous pouvez solliciter un crédit immobilier pour acquérir une maison de 200 000 $. On dit non, on vous donne la maison et vous payez pendant 30 ans. Et là, les coûts ne seront pas les mêmes. Mais aujourd'hui, déjà pour accéder à un crédit, on vous dit que non, il faut l'hypothèque. L'hypothèque, ça veut dire qu'il faut avoir la maison. Or, la plupart même des professeurs n'ont pas de maison, des locataires. Mais quand vous demandez à ce que quelqu'un apporte un gage, l'hypothèque, chose, il faut hypothéquer. Souvent, ils préfèrent l'hypothèque. L'hypothèque, parce qu'après, ils vont confisquer ça. Ils confisquent, ils revendent. Alors, la majorité des Congolais, ils n'ont que la copropriété, soit ils sont héritiers, mais qui est cet héritier et que les autres vont accepter que vous preniez le risque de amener le certificat d'enregistrement. Et ça pose problème. Non seulement qu'on exige l'hypothèque, mais l'échéancier est aussi écourté, les taux aussi prohibitifs. Donc ça, ce sont des conditions qui ne favorisent pas l'entrepreneuriat dans notre pays, parce que quelqu'un peut se dire, ajouter à cela, comme je l'ai dit, nous sommes dans un enfer fiscal, sinon dans un désert fiscal. Avec les multiplicités de taxes, vous ouvrez aujourd'hui impôts, trop d'impôts, tue l'impôt. C'est le cas. C'est ainsi que l'informel, 80% d'activités économiques sont tenues par l'informel. Or, la bonne manière de réduire l'informel, c'est assouplir la pression fiscale, assouplir les taux d'imposition, et ça permettra à ce que ceux qui encore œuvrent dans l'informel, parce qu'ils redoutent l'État qui est finalement qui applique le terrorisme fiscal, ils reviendront d'eux-mêmes et ça va faire renaître l'entrepreneuriat congolais, parce qu'il n'y a ni entrepreneuriat congolais, encore moins l'actionnariat congolais. Or, la bonne manière de favoriser, c'est de faire des politiques publiques d'octroi de crédit aux jeunes, aux travailleurs et à tous ceux qui en désirent, et de manière à ce qu'ils puissent vraiment avoir des moyens. Parce que l'entrepreneuriat, l'avantage, c'est que non seulement que ça crée des emplois, mais ça vous rend aussi prospère. Et, même ici, il semble que c'est une chaîne chrétienne. Chaque jour, le dimanche, les pasteurs, les prêtres nous disent que non, Dieu nous veut prospère. Mais ils ne nous disent pas assez. On ne devient pas prospère par la prière, je suis désolé. Moi-même, je suis chrétien pratiquant. Le symbole de richesse pour nous, les chrétiens, c'est Abraham. Et Abraham n'est pas devenu prospère jusqu'à son vieil âge parce qu'il a été employé quelque part. C'est parce qu'il s'est livré dans l'agro-pastoral. Donc, il n'y a pas le seul domaine qui rend l'homme riche ou prospère, c'est l'entrepreneuriat. Que ce soit aux États-Unis, en France, aucun employé, j'ai toujours dit que le salariat, c'est de la pauvreté en sursis. C'est-à-dire, quand vous travaillez aujourd'hui, à 65 ans, vous allez à la retraite. Et dans un pays comme le nôtre, où la sécurité sociale n'est pas garantie, voilà pourquoi, même nos aînés, dans les domaines qui est le mien, il y a des professeurs de 90 ans qui ne veulent pas aller à la retraite. Parce que la retraite dans notre pays, c'est synonyme de mouroir. On ne sait pas comment vous prendre en charge. Non, parce qu'on va commencer à vous payer 100 000 francs tous les 3 mois. Vous allez vivre combien avec 100 000 francs? Alors qu'ailleurs, les gens se battent. Vous avez suivi les débats en France. Les gens se battent pour aller tôt à la retraite. Déjà, 72 ans, il peut aller à la retraite parce qu'il sait, il a cotisé pendant 30 ans, 25 ans. Donc, quand il sera à la retraite, il va commencer maintenant à jouir de ses cotisations. Mais aujourd'hui, la CNSS. Hier, c'était INSS, aujourd'hui, la CNSS. On a changé seulement les noms, mais sans pour autant améliorer de manière substantielle
ce qui est la CNCS. Ailleurs, ce sont des institutions financières bancaires. Les compagnies d'assurance, la CNCS pour la retraite, tout ça sont des instruments qui mobilisent assez de moyens au même titre que les banques et qui peuvent venir à la rescousse des entrepreneurs, à la rescousse des banques, des entreprises qui existent. Mais malheureusement, encore une fois, c'est comme si ça s'observe encore une sorte de thésaurisation dans ce secteur aussi, parce qu'ils mobilisent, c'est chaque mois qui a retenu à la source. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent que collecte CNCS, CNSAP au niveau de la fonction publique? Oui. Mais tout cet argent-là devrait être un moyen pour soutenir l'entrepreneuriat, un moyen pour favoriser l'inclusion financière qui manque, et le développement à la base pourrait être au rendez-vous. Ainsi, même la pression fiscale va augmenter, le PIB va augmenter, parce que c'est ridicule pour un pays comme le nôtre d'avoir des PIB chétifs de l'ordre de 70 milliards de dollars, avec des budgets chétifs de 18 milliards de dollars, alors qu'à côté de chez nous ici, l'Angola a des budgets qui dépassent une trentaine de milliards de dollars. Donc, nous avons un potentiel énorme pour faire en sorte que les richesses soient créées. Et la bonne manière pour que les richesses soient créées passe par l'entrepreneuriat. Et pour qu'il y ait entrepreneuriat, on a besoin d'inclusion financière, parce que le système bancaire est encore au stade embryonnaire, sinon quasi inexistant. Professeur, alors, que faire pour que ceux qui sont au niveau de nos territoires, puisque nous parlons de développement de nos territoires avec le projet de 145 territoires, est-ce que l'inclusion financière serait le socle même de ces projets? Il fallait commencer par là pour vous? C'est la voie royale. Parce que quand vous parlez de développement rural, je crois qu'elle est revenue pour faire le bilan de ce qu'on a appelé projet de 145 territoires. Non, parce que ça ne sert à rien de chaque fois prendre l'argent à partir de Kinshasa pour amener là. Non. Chez avec moi, là, tous les risques. Chez moi, qui bombe, avec tous les risques qu'on apprenne que notre tel a détourné. Non. Déjà, il y a des structures qui existent. Et si là où ça n'existe pas, on peut en créer. L'État a tous les moyens et la compétence de le faire. La poste aussi, on peut la relancer. Il y a la banque postale. Même ici à côté, ici, Congo-Brazza, on continue à utiliser la poste comme banque. Exactement. Donc, et nous avons des... La Cadeco qui a des infrastructures partout. Oui. Parce que le bâtiment existe, le personnel ce qui manque, c'est seulement le capital. Oui. Il faut recapitaliser, il faut donner un peu de lubrifiant financier pour que toutes ces activités, toutes ces entreprises, toutes ces institutions financières non bancaires renaissent. Et ainsi, ça permettra à ce que les agriculteurs, les maraîchers, ceux qui font dans le secteur minier, primaire, secondaire, tertiaire, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement le secteur industriel, c'est le secteur primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'économie numérique. Une très bonne compréhension. Oui. Vous pouvez nous détailler un peu ces secteurs? Oui, quand nous parlons des secteurs primaires, c'est les secteurs qui recourent à la terre. C'est-à-dire, c'est là où il y a l'agriculture, l'élevage, l'exploitation des mines, l'exploitation du bois. Ça, c'est le secteur primaire. Quand le secteur, c'est ce qui crée ce qu'on appelle les matières premières. Quand ces matières premières sont créées, ça vient maintenant au secteur secondaire. C'est le secteur de la manufacture, de la transformation. C'est le secteur industriel. Et quand le secteur industriel a conditionné à transformer, ça apporte ce qu'on appelle la valeur ajoutée à ces matières premières, ça devient des produits. Quand le secteur primaire a transformé des produits et des biens et services marchands, il remet maintenant au secteur tertiaire. C'est le secteur des services, des commerces et des échanges. Mais aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le secteur quaternaire. C'est l'économie numérique, l'économie d'aujourd'hui et de demain. Et pendant la Covid, vous avez remarqué, les géants qui étaient prospères, c'est les géants du net, ce qu'on appelle GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le secteur quaternaire qui utilisent les technologies NTIC. Et voilà. Mais aujourd'hui, je vous ai dit que le taux de pénétration numérique est autour de 25%, donc très faible, alors que la moyenne africaine est au-delà de 55%. Donc il faut, dans ce secteur-là,
il faut qu'on encourage encore pour que aujourd'hui ce secteur et donner la chance à nos frères qui sont au Congo. Les gens, les Congolais, les Congolaises, ils passent beaucoup de leur temps sur les écrans des téléphones que sur les écrans des télévisions. Donc c'est un secteur qui est aussi très porteur et qui peut faire en sorte que les numériques, et heureusement que, bon, comme il y a la loi sur les numériques, et dans tous les cas dans notre pays, il ne s'est jamais posé un problème de loi, parce que toujours, autant nous avons l'inflation dans le secteur économique, autant nous avons l'inflation aussi dans le secteur juridique. Les lois existent, elles ont toujours existé, c'est au niveau de l'application, au niveau de l'utilisation, au niveau des gens qui doivent faire appliquer, faire respecter la loi. C'est là où ça pose problème. Mais heureusement, nous avons un code numérique qui nous permet vraiment de réglementer ce secteur, parce qu'aucune activité ne peut être engagée sans un soubassement juridique. Mais comme ce secteur-là, c'est le 4e secteur quaternaire, jusqu'ici on n'en avait pas encore une loi, on n'avait pas une norme, un code qui peut réglementer ce secteur. Maintenant, avec le code numérique, je crois, ça peut permettre, ce secteur-là, ça intéresse plus de jeunes. Et dans d'autres pays, tout ce qui ont été à la base de ces industries numériques, pour la plupart sont des jeunes. Et aujourd'hui même, nous, on éprouve des difficultés à manipuler nos smartphones, alors que même nos enfants, ils sont prêts à nous. Donc, on peut les encourager. Ça peut être aussi un moyen, parce que puis même dans l'inclusion numérique, il y a aussi la dimension numérique, l'inclusion financière. Il y a la dimension numérique. Alors, dans un pays... Oui, mais actuellement, même le service bancaire, tout passe par le numérique. Tout est digitalisé. Est-ce que ce sont des solutions aussi efficaces? Oui, solutions efficaces, parce que non, même dans le secteur de l'enseignement, aujourd'hui on parle de l'enseignement à distance, en ligne. Donc aujourd'hui, aucune banque ne peut fonctionner sans l'inclusion numérique. Donc, on ne peut pas parler de l'inclusion financière sans inclusion numérique. Aujourd'hui, il y a vente en ligne, tout est en ligne. Tout est en ligne. Donc, les études en ligne. En ligne. Oui. Et aujourd'hui, on ne parle plus des bibliothèques, on parle des médiathèques. Parce que nous avons la possibilité d'avoir les livres en dur comme en version électronique. Donc, il y a des fintech, c'est-à-dire des services financiers en ligne et tout. Voilà. Donc ce secteur-là est assez porteur. Donc, l'inclusion financière risque de rester un leurre si on ne prend pas en compte l'inclusion digitale ou l'inclusion numérique. Professeur, mais lorsqu'il y a quand même des réformes, s'il faudrait faire renaître la Poste, la caisse d'épargne congolaise, faudrait-il les adapter aux nouvelles technologies, les adapter aux nouvelles réalités? Naturellement, parce que le monde aujourd'hui devient un petit pays, un petit village. Quand il n'y a pas mise à jour, vous êtes marginalisé, c'est le cas de l'Afrique. Même au niveau des universités. Même vous avez parlé de la mondialisation. La mondialisation, le monde est devenu un grand village. Et nous sommes interconnectés. C'est les réseaux. Nous sommes interconnectés. Grâce à quoi? Grâce à l'Internet. Donc, on ne peut pas être à marge. Si on est analphabète numérique, donc tu es à marge de la marche du monde. Donc, tu n'existes pas. Aujourd'hui, tu ne peux pas être intellectuel, journaliste, si tu n'es pas connecté. Si tu n'as même pas quelques notions rudimentaires des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, tout est numérisé. Vous avez dit autrefois, c'était la télévision analogique. Aujourd'hui, c'est la télévision numérique. Le TNT, aujourd'hui, on s'est dépassé même. Oui. Et puis, donc, il faut se mettre à jour. Même nous, professeurs, moi, quand j'ai étudié, on m'avait présenté comme économiste, on avait les plans comptables généraux congolais. Mais aujourd'hui, c'est les plans comptables au OHADA. Donc, il faut se réadapter. Il faut une mise à jour à tous les niveaux, jeunes comme adultes. Et de ce côté-là, comme les personnels là, il faut les recycler. Il faut les recycler. Problème de recyclage, professeur. Alors, avec une vieille, pas vieille administration, mais on suppose que l'administration publique actuelle est obsolète et puis il faudrait renouveler, je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait renouveler les agents, les administrés ou c'est les systèmes? Non, les systèmes. Et c'est vrai, quand quelqu'un a atteint l'âge de la retraite, il doit aller à la retraite.
Et donc, on ne peut pas dire que non, on écarte tous ceux qui sont là, on amène les jeunes. Non. C'est-à-dire, quand on fait la réforme, on tient compte de l'existant. Mais que cet existant doit être amélioré, doit s'adapter aux exigences, aux impératifs de la modernité. Et là, il n'y a pas de honte à étudier, même à un âge. Entreprendre en menuiserie, aujourd'hui, il y a quand même une fort grande évolution en termes, même la menuiserie, la mécanique et tout. Oui, c'est ça aussi la réforme. Donc, il y a toujours des moyens, à part l'éducation classique formelle à l'université, il y a toujours des centres d'excellence qu'on peut, grâce aux incubateurs et aux filières d'entreprise, aider les gens. De plus en plus, on parle de renforcement de capacités. Et renforcer les capacités, c'est vous donner des outils qui vous permettent de vous adapter aux exigences du moment. L'entrepreneuriat exige aussi la formation. Quand on parle de l'entrepreneuriat, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans l'innovation. Ce que Joseph Schumpeter appelle la destruction créatrice. Donc il faut s'y adapter. Et encore, il n'y a pas d'âge pour s'adapter. Même au vieil âge, on peut toujours se former, oui, se mettre à jour pour être... Sinon, on serait écarté du système. Voilà, on nous signale que nous sommes presque à la fin, professeur. Déjà. Vraiment. Alors, pour vous, quelles sont les solutions durables que vous proposez dans tous les domaines, hein? Pour l'inclusion, il n'y a pas 36 solutions. Commençons d'abord par réhabiliter ce qui existe, avant d'envisager la création de nouvelles institutions financières non bancaires, celles qui existent, les microfinances qui existent, les institutions de microfinance, il faut les recapitaliser. Cadeco, recapitaliser. La Poste, il faut qu'elle joue son rôle traditionnel. Il faut qu'il récapitalise tout ce qui existe avant d'envisager la possibilité et pour permettre la connexion entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Sinon, le pays, le développement est à deux vitesses. C'est comme s'il y a les Congolais d'en haut à Kassongo et les Congolais d'en bas. Oui, chez moi, à Kibombo, ils ont besoin d'être connectés dans un réseau. Et ça, partout, il faut que... Parce qu'il n'y a pas des Congolais moyens, des Congolais... Non, il n'y a pas de Congolais de seconde zone. Nous sommes tous Congolais avec tous les droits. Chacun, et donc, il appartient à l'État et c'est secteur. Parce qu'encore une fois, à la conférence nationale, on s'est tous dit pour que ça soit une économie sociale des marchés. C'est quoi l'économie sociale des marchés de type allemand? C'est une société qui dit que des principes. Le principe de la subsidiarité et le principe de conformité. C'est quoi le principe de subsidiarité? C'est-à-dire, on laisse au privé faire. Là où le privé est limité, l'État intervient. C'est ça la subsidiarité. C'est comme dans les secteurs. Parce que le privé ne va que là où il y a la rentabilité. Alors que l'État n'a pas seulement le rôle de voir la rentabilité, mais il a aussi la vocation sociale. Dans ces missions régaliennes, l'État a aussi la vocation sociale. Donc, là où les institutions ne peuvent être implantées dans l'arrière-pays, l'État a la musique. Il ne peut pas laisser tout entre les mains des privés, même dans les pays ultralibéraux comme les États-Unis, il y a toujours l'intervention de l'État. Donc, l'État doit jouer son rôle. Il faut que ce soit un État stratège. On n'a qu'à faire avec l'État-providence. Aujourd'hui, c'est l'État stratège, c'est un État qui facilite, qui crée un écosystème entrepreneurial pour permettre à ce que les jeunes, les vieux et tout le monde, les mamans rurales qui sont là, qui se battent pour qu'ils puissent s'insérer dans l'écosystème entrepreneurial. Et la pub de ces chicoins. Voilà, et ça, c'est grâce à l'inclusion financière qui passe par aussi les numériques, qui passe aussi la culture des crédits, d'épargne. Et puis ça peut accompagner. Et nous aussi, nous les professeurs, nous sommes là pour venir encadrer, pour venir apporter cette plus-value entrepreneuriale pour que ces gens-là, parce que comme je le dis toujours, chez moi, au Maniema, on dit la richesse, c'est l'expression chiffrée de l'intelligence. L'intelligence, c'est toujours quelque chose de merveilleux. On a beaucoup longtemps essayé l'ignorance. Vous voyez là où ça nous a conduit. Je crois qu'il faut changer maintenant de paradigme. Il faut maintenant supprimer l'intelligence, l'expertise et l'éthique surtout. Oui. Rallier l'éthique, l'expertise à l'éthique. Parce que quand on a seulement l'expertise sans éthique, c'est la déchéance morale à laquelle nous assistons. Donc, il est temps que l'État prêche par l'exemple
pour que nous, les citoyens, puissent emboîter. Tant que l'État sera défaillant, tant que l'État ne fera rien, rien ne va se faire parce que les privés ne copient que ce que l'État fait. Maintenant que toutes les entreprises sont en faillite, vous voyez que même le secteur privé est pratiquement en banqueroute parce qu'on ne peut pas faire mieux que l'État. Il n'y a que l'État qui a tous les moyens et toutes les compétences pour faire mieux. Donc, il faut que l'État se réveille, que l'État devienne un État stratège. Et ça, nous en avons besoin. Et ça urge. Ce n'est pas quelque chose d'attendre encore. Arrêtons avec dire que non, on va faire. Non, faisons maintenant. Et puis, nous avons la possibilité de voir ce qui se fait. Si on ne sait pas créer, on ne sait pas inventer, on peut imiter. Donc, imitons ceux qui ont fait mieux que nous, pour que nous aussi, nous soyons au rendez-vous de donner et de recevoir, pour que finalement, les rêves de Lumumba, les rêves de tous ces pionniers de l'indépendance deviennent une réalité. Alors, professeur, vos mots de la fin, après avoir donné des les mots de la fin aux jeunes qui nous suivent, aux femmes, parce que souvent on fait trop de bruit sur l'entrepreneuriat de jeunes, l'entrepreneuriat féminin, ainsi de suite, les femmes et tout ça. Mais en général, que faire, comment et pourquoi l'inclusion financière, vos derniers mots, face à la caméra? L'inclusion financière passée, il y a des responsabilités pour faire engager cette inclusion financière. Il y a d'abord et surtout la responsabilité de l'État qui est entière, qui est la locomotive, qui doit donner les go, mais aussi j'interpelle les jeunes, j'interpelle les mamans. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a pas, rien de chrétien ne peut s'obtenir dans la facilité, dans l'inaction. Il n'y a que les risques. Et ici, pour l'entrepreneuriat, on n'a pas besoin de riscophobes, on a besoin de riscophiles. Les gens qui ont les goûts des risques. Et je sais, il y a des braves mamans qui tôt le matin se réveillent, qui prennent des risques énormes. Mais je voulais aussi réveiller aussi les jeunes. Il est temps. Les jeunes, c'est les fers de lance de la société. Nous avons l'avantage et la chance d'avoir plus de 60% de la population congolaise composée de jeunes. C'est un atout majeur. Donc, nous voulons que cette jeunesse soit une jeunesse consciencieuse, une jeunesse active, une jeunesse qui se prend à charge, mais qui s'implique, mais qui doit avoir les goûts du risque. Sans les goûts du risque, rien de précis ne peut s'obtenir. Et donc, puis on ne peut pas commencer directement par une grande entreprise. On peut commencer. L'entrepreneuriat, c'est pourquoi les petites et moyennes entreprises existent. Moi, je suis chrétien. Tout ce qui commence grand finit petit. Tout ce qui commence petit finit grand. Donc, on peut, peut-être on aura une occasion, j'enseigne, j'anime des conférences, entreprendre sans argent. Donc, il y a toujours possibilité d'entreprendre sans argent. Et donc, le moment venu, si vous allez programmer une émission dans ce sens, oui. Dans tous les cas, j'anime des conférences, des séminaires pour montrer aux gens. Parce que les gens, quand ils parlent d'entrepreneuriat, ils croient que c'est une affaire de millions, de millions. Non. On peut entreprendre sans argent. Sans argent, professeur? Sans argent. Le capital le plus important, c'est le capital humain. Ah, le capital humain. Je vous ai dit tantôt que la richesse, c'est l'expression chiffrée de l'intelligence. Quand on est intelligent, on ne peut pas mourir pauvre. On peut naître dans une famille modeste, mais on ne peut pas mourir pauvre. Mourir pauvre, c'est un choix. Devenir riche aussi, c'est un choix. Donc, il est question de choix. Et moi, j'interpelle la jeunesse pour choisir la voie de la prospérité. Et la voie de la prospérité passe par l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, professeur. La voie de la prospérité passe par l'entrepreneuriat, mais l'État congolais doit aussi booster les entrepreneurs par renforcer cette inclusion financière. Nous avons tous suivi l'inclusion financière est une solution durable, royale même, pour booster les investissements en République démocratique du Congo. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie de m'avoir associé à ce nouveau numéro. Je suis toujours disposé chaque fois que vous aurez besoin de moi. Merci. Et là, je suis serviteur de la République. En tout cas. Je suis là pour jouer ma partition pour que je ne sois pas absent dans l'écriture de l'histoire de notre pays. Merci beaucoup. C'était le professeur Nico Omeonga, professeur des universités, maître de conférences. Il est chercheur, auteur de plusieurs ouvrages, économiste, juriste en même temps.
Avec lui, nous avons parlé de l'inclusion financière qui était une solution durable pour booster l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous tous les dimanches à 20h10 déjà et la rediffusion c'est déjà lundi à 13h si je ne m'abuse pas. Et puis vous allez nous suivre aussi sur YouTube. Nous sommes CMH Télévision et très bonne suite de programmes, sans oublier la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci à la grande équipe technique et à vous très bientôt. Au revoir et pour le prochain numéro.